Une fois n'est pas coutume, on a dans la salle quelqu'un qui s'appelle Hugo Huon, qui est infirmier qui était infirmier au centre hospitalier de Saint-Malo et qui a eu un rôle clé pendant les mobilisations qui ont précédé le Covid, c'est-à-dire en 2018-2019, et il est l'un des fondateurs du collectif Interurgence, qui devait déclencher la mobilisation des hospitaliers contre ce que moi j'ai appelé dans un bouquin la casse du siècle, la casse de l'hôpital public, et il a dirigé un livre chez Fayard, dont j'ai oublié le titre, donc tu me le rappelleras. Mais c'est un peu le thème de ma conférence, c'est-à-dire, il m'avait demandé la conclusion, et avant de lui donner la parole, c'était la catastrophe que l'on aurait dû voir venir. Et donc j'aimerais lui donner la parole avant, parce que ça a été un acteur national, voilà. J'ai appelé hier des copains médecins de Saint-Malo pour les inviter à venir ce soir. Bon, ils sont de garde à Dinan, il se trouve, donc ils n'ont pas pu faire le déplacement. Mais il m'a raconté un peu comment ça se passait, la teneur des discussions. Et donc si vous n'êtes pas au courant, je peux partager avec vous ce qu'il en raconte. De son point de vue, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une inversion sémiologique, je disais à Frédéric tout à l'heure. Souvent les fusions, c'est une impulsion technocratique, c'est-à-dire on veut faire des restructurations pour gagner de l'argent. Et les soignants ne sont pas pour, parce qu'on va produire des usines à gaz qui vont dépersonnaliser le travail, qui vont éloigner encore le travail prescrit du travail réel et qui vont engendrer de la souffrance des soignants et des mauvaises prises en charge de patients. Bon, ça c'est un fait. Ce qui est intéressant à Dinan, c'est que l'inversion, elle est dans le sens où les médecins militent pour fermer les urgences que vous avez à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que c'est déjà un dispensaire gériatrique en fait, Dinan. Il n'y a plus de spécialité sauf consultation. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a une problématique cardiologique, neurologique, ou qui relève d'une spécialité, il est transféré à Saint-Malo, à Rennes ou à Saint-Brieuc. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux urgences de Saint-Malo dans la salle. Oui. Bon, niveau dignité, on repassera. C'est quand même un peu l'enfer là-bas. Donc tout ça pour dire que sur Dinan, en fait, il y a ce qui est anachronique encore en 2021, c'est que la restructuration s'est faite à l'aide d'un cabinet de consulting. Alors j'ai rien contre les consultants, mais à l'hôpital, ils ont quand même trop duré, et ce serait bien qu'ils arrêtent de travailler avec les directions. Et que, évidemment, les plans qui ont été proposés par les médecins n'ont pas été entendus, et qu'on repart sur un virage ambulatoire. D'ailleurs, le cabinet de consulting donne une tape sur l'épaule aux médecins en disant « ce serait bien que vous aussi, vous passiez à l'ambulatoire », sous-entendu, il y a de l'argent à se faire là-dedans. Donc, si vous voulez, Dinan, les urgences, elles vont rester ouvertes, et ça, c'est une volonté politique, puisque les médecins veulent les fermer. Mais c'est dangereux, parce qu'on fait les choses bien quand on les fait régulièrement et quand on travaille en équipe. Quand il n'y a plus personne, en fait, c'est une mise en danger des patients que d'aller aux urgences, alors que derrière, si vous voulez, tout est vide. Il y a rien de spécial, donc on va vous transférer. Donc, il y a déjà des discussions en interne pour que les SAMU ne régulent plus sur Dinan, mais aillent sur Saint-Malo, Rennes, Saint-Brieuc, dès lors que le patient relève d'une spécialité. La vraie question qui se pose à l'heure actuelle, je pense, c'est au-delà du cabinet de consulting qui a été pris et l'éloignement du travail prescrit du travail réel et tout ce laïus-là, c'est que la restructuration du GHT, elle va se faire encore au détriment du nombre de lits. Or, et ce n'est pas la moyenne d'âge dans la salle ce soir qui va me contredire, on est quand même dans un secteur où il n'y a que du vieux. Et déjà à Saint-Malo, les patients attendent 6, 7, 8 heures sur des brancards dans les couloirs dans des conditions complètement indignes, ce qui ne satisfait personne. Donc le sujet de la lutte, pour moi, il est plutôt sur la restructuration et sur le nombre de lits que sur Dinan, puisque de toute façon, les médecins ne sont pas là et ça va être très compliqué. Il y a encore des consultations qui sont, mais les consultations, c'est facile. Vous avez des ORL, des cardios qui vont venir pour voir les patients en journée, tranquillement. C'est complètement différent du travail de garde, qui, lui, n'intéresse pas vraiment les médecins. Et donc, c'est plutôt la question des lits, à mon sens, qu'il faut se poser dans la restructuration hospitalière en cours. Alors, le médecin d'hier me reparlait de 30%, qui est un credo national. Il me semble qu'il y avait un article de Ouest France la semaine dernière qui disait que c'était un peu moins. Mais dans une région qui est vieillissante, alors même que le bâti existant ne permet pas l'accueil digne des patients, pourquoi est-ce qu'on va encore réduire le nombre de lits d'hospitalisation ? Dans le contexte actuel, ça me paraît juste dingue.
Voilà. Après, pour le reste, ça c'est pour le sujet. Et puis si vous voulez discuter des problématiques nationales, on peut le faire, mais je laisserai la parole à chacun. Merci. Merci Hugo. Tu peux me rappeler le nom de l'ouvrage que tu as sorti? Oui, c'est Urgence, c'est chez Albin Michel. Voilà, Urgence chez Albin Michel, qui est un beau livre et qui retrace aussi des expériences de soignants partout en France. Parce que l'une des spécificités du collectif Interurgence, c'était effectivement cette volonté d'échanger de l'information entre des soignants qui sont isolés dans leurs hôpitaux et puis de mutualiser des expériences. Et donc ça a donné lieu à un livre qui était vraiment très bien, et pas parce que j'en ai fait la conclusion, mais parce qu'il est vraiment, vraiment complet. Il donne de la chair à la crise hospitalière actuelle, quoi. Bon, alors juste sur alors évidemment la conclusion que j'avais donnée, c'était la catastrophe qu'on aurait dû voir venir. Il y a quelque chose, moi, qui me quand même sidère quand j'ouvre les journaux, je regarde la presse. Vous voyez, il y a encore un numéro du 1 là, que j'ai reçu juste avant de partir. Ça s'appelle, je ne sais plus comment, mais l'hôpital en état d'urgence, vous voyez. Bon. Et donc, si vous voulez, tout le monde a l'air en fait de découvrir que l'hôpital public est sur le point de s'effondrer. Voilà. Or, comme je vous le disais, ça fait quand vous traînez vos guêtres dans les milieux aussi bien décisionnels que dans les services hospitaliers depuis 20 ans, vous voyez que le bateau prend l'eau. Voilà. Et que tous les indicateurs étaient au rouge bien avant le Covid. Hein. Ils étaient au rouge. Et quand je dis les indicateurs, c'est par exemple la montée du taux d'absentéisme, qui est aujourd'hui aux alentours de 10% dans les CHU, l'augmentation du turnover aussi des soignants qui n'en peuvent plus d'un service et qui pensent que finalement l'herbe est peut-être plus verte dans le service d'à côté, des départs purs et simples, des situations ubuesques où des infirmières mal payées ou démissionnent de la fonction publique hospitalière et reviennent dans le même service en tant qu'intérimaires. Tout ça, je l'ai vu. Hein. Bon. Donc, et des départs pour devenir, là, si je prends les paramédicaux, vers le libéral, alors parfois avec une désillusion aussi, parce qu'il y a une bureaucratisation aussi de l'exercice de la médecine, enfin je dirais des paramédicaux en ville. Donc voilà, donc tous les indicateurs étaient au rouge et M. Macron a eu l'impression de découvrir la Lune, quoi. Enfin, je veux dire, il dit, quand il a... En mai 2019, il voit, il va à la Pitié-Salpêtrière et il semble découvrir, alors qu'il est inspecteur des finances, et qui fait partie de cette technostructure sur laquelle je vais revenir, qui élabore la même, et qui poursuit la même politique hospitalière depuis 20 ans, les bras vous en tombent. Alors vous dites, soit il est complètement idiot, soit il est schizophrène, soit il est responsable, toutes ces hypothèses n'étant pas exclusives les unes des autres. Hein. Bon. Donc voilà, et alors, évidemment, avec le Covid-19, après ce moment de réenchantement relatif lors du premier confinement, au printemps 2020, parce que, en quelque sorte, les soignants, ils m'ont dit deux choses. Ils m'ont dit d'abord, on a vu disparaître ces couches bureaucratiques qui s'étaient empilées à l'hôpital depuis des années. Parce que c'est ça, d'abord aussi, l'évolution de l'hôpital, c'est l'inflation des bureaucraties de contrôle, d'accord, et des instruments de gestion, et qui diminue d'autant le temps médical disponible, le temps soignant, paramédical disponible. Et j'ai oublié au passage ce que je voulais dire après.
Je vous disais quoi avant là En 2020, il y avait une embellie. Oui, non, ça a été vécu comme un réenchantement. Alors, un réenchantement, d'abord parce que l'administration a disparu. Je rappelle que quand même, les administratifs, ça représente 34% des effectifs d'un hôpital. Ça me paraît légèrement exagéré comme chiffre. Et on parlait des consultants, tu parlais des consultants Hugo, pour moi ils font partie de ces bureaucraties de contrôle qui en fait croient organiser et optimiser le travail des soignants de terrain et en fait sont des empêcheurs de soigner en rond. Bon, donc premier point. Deuxième point, eh bien quand même ce moment où on a arrêté de dénigrer l'hôpital public. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, nos élites se sont aperçues que lorsqu'il faut gérer une pandémie comme celle du Covid-19, eh ben, c'est pas sur la médecine libérale que vous pouvez compter, c'est pas sur les cliniques privées que vous pouvez compter, c'est l'hôpital public qui est au cœur de la gestion de crise. Et puis, troisième chose que m'ont dit les médecins et les paramèdes sur ce moment de réenchantement, qui est paradoxal, puisqu'on est en pleine pandémie et que l'hôpital est sous tension, c'est, pour la première fois, on demandait quelque chose, on l'avait. Vous voyez, alors qu'avant, il fallait remplir 10 formulaires pour obtenir un appareil, etc. Bon. Et puis, quatrième chose, mais ce qui est lié, la reconnaissance de la population vis-à-vis de l'hôpital public, qui, pendant 20 ans, a été dénigré. Si aujourd'hui l'hôpital est dénigré par nos élites, d'accord ? L'hôpital, c'était trop lourd, pas assez agile, et puis on faisait l'apologie des cliniques privées, si vous voulez. Ça, c'était le modèle à suivre. Ça, c'est souple, on peut faire de la RH, il n'y a pas de fonctionnaires, c'est bien. Bon. Et donc, ça a été vécu comme un moment de réenchantement. Après, je repasserai peut-être la parole à Hugo sur le Ségur de la santé, qui fut une gigantesque opération d'enfumage et de démobilisation. Parce que dès que la pandémie a cessé, les mobilisations ont reprise. Et donc, comment il s'appelle, notre président de la République, il y a Véran, ça, mais c'est pas lui, c'est pas encore lui, le président Hugo. Macron, ils se sont dit, il va falloir qu'on tienne du printemps, sortie du printemps, jusqu'à l'été. Vous voyez, et déjà, ça en dit long sur l'intention de nos élites, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... on va tirer les leçons de la pandémie, on va mettre en place un dispositif qui va diviser le front soignant, diviser les syndicats. D'ailleurs, le collectif Interurgence, qui avait lancé la fronde hospitalière, n'a même pas été invité dans le Ségur de la santé, qui n'était pas du tout un Ségur de la santé, qui était un Grenelle de l'hôpital. C'est-à-dire qu'en fait, ça a consisté à rattraper partiellement la perte de pouvoir d'achat liée au fait que depuis 2010, le gel du point d'indice de la fonction publique a participé de la baisse du pouvoir d'achat, et pas seulement des hospitaliers, des chercheurs au CNRS aussi, par exemple. Bon, voilà. Donc, et avec cette idée, avec évidemment des trucs assez flous, c'est-à-dire, et je trouve assez vexante, c'est-à-dire 200 €. Bon, avec 200 €, on vous achète la poursuite de la dégradation de la politique qui a dégradé vos conditions de travail, et notamment les fermetures de lits, un Ondam. Alors, vous n'êtes pas des spécialistes, alors si, j'ai tendance, comme les experts, à parler par acronyme, mais un Ondam, un objectif national des dépenses d'assurance maladie hospitalier, dont on voit que tout de suite, là, dans le PLFSS, on voit bien
que, en fait, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer à réduire la voilure hospitalière. Et dans les hôpitaux, j'étais à Guingamp encore récemment, parce que là-bas aussi, dans le cadre d'un GHT, il y a des restructurations entre l'hôpital de Saint-Brieuc, l'hôpital de Guingamp, etc. Et donc, ils ont des opérations, c'est toujours beaucoup de com'. On va construire des nouveaux hôpitaux, mais si vous faites les calculs, en fait, il y a moins de lits. En fait, à chaque fois, dans les nouveaux hôpitaux, alors on va dire, ah, bah oui, parce que depuis 10 ans, il y a eu une telle austérité à l'hôpital que les hôpitaux n'investissaient plus. Donc le taux de vétusté de nos hôpitaux, tu parlais des conditions d'accueil de Saint-Malo, était de 45%. 45%. Bon. Donc j'ai envie de dire que même le Covid ne fera pas dévier les fondamentaux de la politique hospitalière. Ça va être business as usual. Alors on va faire beaucoup de communication, mais en gros, quels sont ces fondamentaux? La première chose, c'est qu'effectivement, pendant très longtemps, l'hôpital a été vu comme, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le titre de la conférence, comme un instrument de l'aménagement du territoire. Voilà. C'est-à-dire que, mais ça vaut pour tous les services publics. À l'époque, on s'était doté d'une vraie politique qui était pilotée par un organisme qui s'appelle la DATAR, et qui, en fait, menait une politique d'aménagement du territoire en disant que dans tous les territoires de France, après on discutera, est-ce qu'on peut avoir un hôpital partout, dans chaque ville? Ça, c'est un vrai débat. Bon, mais en tout cas, il y avait cette politique de dire, dans chaque agglomération, zone territoriale, bassin de vie, si vous voulez, on doit trouver des services publics comme la Poste, je sais pas, un centre des impôts, c'est pas le plus sympa, un hôpital, et puis évidemment un médecin généraliste, un médecin spécialiste qui fait du secteur 1 et qui fait pas des dépassements d'honoraires, etc. Bon, pour ne parler que de la santé, mais bon, bref, tout un ensemble. L'idée, c'était vraiment la politique, enfin, c'est ce qui a guidé la politique hospitalière, mais même la politique de l'État plus générale, jusqu'aux années 75. Hein, c'était l'idée qu'il fallait en finir avec le Paris et le désert français. Voilà. Bon. Et puis, bon, est venue la maîtrise des dépenses de santé, etc. Et puis, alors je ne sais pas si je vais vous faire la chronologie des réformes, parler de tarification à l'activité, tout ça, mais quand même, l'idée fondamentalement qui guide les décideurs publics, c'est faut regrouper. C'est ça. Et ils ont un mantra, c'est il y en a marre de cette dispersion des services publics sur le territoire, ça coûte cher, c'est pas efficient, il y a trop de fonctionnaires, en plus on va encore en virer 100 000 pour pas cramer la caisse, comme dit Valérie Pécresse. Tiens, c'est une rime ça. Bon. Et donc, ils ont commencé à être guidés par cette logique de la fusion. Et un des moments clés de cette logique de la fusion vendue par les consultants, c'est la révision générale des politiques publiques qui avait été lancée par Nicolas Sarkozy à son élection en 2007. Et alors vous vous en souvenez pas peut-être, mais à l'époque Roselyne Bachelot était ministre de la Santé et elle a lancé comment dire, elle a lancé une politique qui s'appelait Hôpital, Patient, Santé, Territoire, en 2009. La RGPP, la révision générale des politiques publiques, c'était un dispositif clairement technocratique. C'est pour ça que vous dites, vous n'avez pas d'informations. Mais parce que tout ça est géré de manière hyper centralisée. Donc, en fait, ils
ils ont repensé la carte des services publics en chambre, c'est-à-dire avec des très hauts fonctionnaires, inspection générale des finances, parfois des IGAS, et des cabinets de conseil, des multinationales du conseil, comme McKinsey, Capgemini, Boston Consulting Group, etc. Donc l'idée que, de toute façon, si on mène, et je pense que c'est un peu des sujets qu'on voulait parler sur la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que si on écoute les fonctionnaires, si on écoute les populations, si on écoute les élus locaux, demain, on y est encore. Vous voyez, dans ce projet de réorganisation complète du maillage territorial par les services publics. Et donc pour moi, c'est une réforme clé. Vous allez voir, parce que dans HPST, c'est H plus PST. Alors, je vous explique. Premier volet d'HPST, c'est la fusion de l'administration territoriale de l'État et des services régionaux de l'assurance maladie au niveau régional. C'est la création des agences régionales de santé. Il se disait, ouais, il y avait des DAS, des DRAS, des CRAM. C'est vrai que c'était une vraie mosaïque et tous ces gens avaient du mal à se coordonner. Et donc, ils se sont dit, tiens, on va regrouper tout ça, et puis on va les mettre aux ordres de super préfets sanitaires, qui sont les directeurs généraux d'ARS, qui sont nommés et révocables chaque semaine en Conseil des ministres. Donc, des gens, si vous voulez, on est dans un modèle, je dirais, descendant, autoritaire. J'avais envie de dire, je reprends souvent la phrase à propos de Poutine, on est dans une logique de verticale du pouvoir. Vous voyez ? Bon. Et donc, et l'idée de ramener l'administration locale au niveau régional, ça m'a été dit comme tel. C'est pour faire en sorte que les populations aient moins prise et les élus locaux aient moins prise sur les politiques et les choix qui seront faits. Et donc on a créé des délégations territoriales, mais on les a quasiment vidées de leur contenu. Bon, et puis je vous ai dit HPST, c'est PST, donc ça c'est les ARS, et puis c'est H, c'est la réforme de la gouvernance hospitalière. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase de Sarkozy, il faut un patron à l'hôpital. Et là, pareil, on a plaqué le modèle de la gouvernance d'entreprise sur l'hôpital. Vous savez, les hôpitaux, historiquement, sont des établissements publics communaux, dont le conseil d'administration était présidé par le maire. Bon, eh bien, cette politique-là, cet héritage historique-là, qui remonte qui est pluriséculaire, dit il faut en finir avec ça. Ça traîne trop des pieds. Et donc, d'où l'idée de mettre un chef, comme on a mis un super préfet sanitaire à la tête des ARS, on va mettre un patron à la tête des hôpitaux. Et donc, le conseil d'administration, qui était présidé par un maire, et qui historiquement d'ailleurs regroupait les notables locaux, est devenu un simple conseil de surveillance, avec avis consultatif. Et l'organisme qui dirige, qui est central dans le nouveau dispositif de gouvernance hospitalière, c'est le directoire. Et le directoire est présidé par le chef d'établissement. Et ce qui est nouveau, et ce qui a blessé beaucoup, par exemple, les médecins, c'est que, en fait, c'est le chef d'établissement qui nomme tous les membres du directoire, y compris médicaux. Alors, vous imaginez le plaisir que ça a fait, par exemple, au grand patron hospitalo-universitaire, de dire « Ah ben maintenant, notre légitimité dépend du chef d'établissement ». Ce qui est une révolution symbolique, révolution. Et là encore, vous avez une verticale du pouvoir. Chef d'établissement, directoire, chef d'établissement, pôle, service.
est, encore une fois, descendant. Voilà, on va du haut vers le bas. Et donc, la logique profonde des réformes qui ont été menées depuis 20 ans, c'est pour ça que ça me fait toujours rire, parce que je le dis souvent, j'ai un ami qui s'appelle Didier Tabuteau, qui est un peu l'équivalent de je dis souvent pour rire, la reine d'Angleterre du système de santé. Hein. Bon, c'est lui, c'est un haut fonctionnaire d'une probité et d'une intelligence qu'on aimerait beaucoup voir chez beaucoup de nos hauts fonctionnaires. Alors pourquoi je vous parle de Tabuteau d'ailleurs, je ne sais plus, mais à part le saluer, mais oui, c'est lui qui a lancé la notion de démocratie sanitaire. C'est son bébé. La démocratie sanitaire, c'est la loi de mars 2002, puis qui a été approfondie avec la réforme Touraine. Donc c'était son. Et je lui disais souvent, c'est assez bizarre. En fait, plus on parle de démocratie sanitaire, plus on a une centralisation, une technocratisation et une verticalisation de la gouvernance du système de santé. Vous voyez, c'est un peu comme l'éthique. Vous savez, on dit à l'hôpital, plus on maltraite les soignants et les patients, plus on parle d'éthique. Vous voyez, espèce de double bind ou d'injonction paradoxale. Et donc leur objectif est simple, et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. La doctrine a été fixée au début des années 90. Elle est la suivante, c'est réduire la place de l'hôpital dans l'offre de soins. L'hôpital, historiquement, c'est 55% des dépenses de santé. Aujourd'hui, c'est 45%. Et au nom du virage ambulatoire, ils veulent encore réduire la place de l'hôpital. En fait, ils imaginent l'hôpital comme un hôpital de flux, ou un hôpital hub, aéroport. Vous savez, le patient atterrit, il est réparé et il redécolle. Vous voyez, tout de suite. Alors, il redécolle où? Problème avec une population vieillissante, souvent avec des personnes isolées, et surtout, j'insiste, parce que c'est là où on voit comment les choix qui ont été faits à long terme sont catastrophiques. C'est pourquoi on veut faire du virage ambulatoire alors que le nombre de médecins généralistes baisse, qu'ils diminuent leur temps de travail, d'accord, et que la réalité observable est qu'on a des médecins libéraux, des spécialistes libéraux qui pratiquent de plus en plus des dépassements d'honoraires. Donc pourquoi les populations sont autant crispées sur l'hôpital? C'est parce que nous n'avons pas, on n'a pas réussi à se doter de, moi ce que j'appelle avec Grimaldi et Tabuteau et d'autres, un service public de la santé de proximité. Je pense que les gens seraient moins crispés sur les questions hospitalières s'ils pouvaient avoir accès correctement à un médecin généraliste ou à un spécialiste dans des temps je dirais des délais raisonnables et surtout sans dépassement d'honoraires. Sans dépassement d'honoraires. Et quand vous interrogez les médecins généralistes ou spécialistes, ils vous disent, mais qui sont souvent des femmes maintenant, qu'est-ce que je vais aller m'installer dans une zone, un bassin de vie, où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus de postes, où plus généralement les services publics ont disparu. C'est une des raisons d'ailleurs du mouvement des Gilets jaunes, qui annonçait, à mon avis, les autres mobilisations. Donc la question de l'aménagement du territoire, vous voyez, c'est une question qui, à la fin, finit par rétroagir et qui crée, par exemple, les déserts médicaux. Bon, et donc, réduire la voilure hospitalière dans le contexte actuel, alors que nous n'avons pas organisé l'amont, c'est-à-dire la médecine ambulatoire, qu'on a vu les désastres au moment du Covid du médico-social, sous-médicalisé. Je veux dire, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc,
Si les gens sont attachés à leur hôpital de proximité, c'est parce que l'hôpital de proximité est devenu, notamment pour les plus modestes d'entre nous, est devenu l'ultime recours aux soins. Et donc, ça va. Et donc, le problème reste celui, à mon avis, de l'aménagement du territoire. Je finis et je redonne la parole à Hugo pour qu'il commente, sûrement, s'il a envie de commenter. Après, et je vais finir mon propos là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir des hôpitaux qui font tout, partout, à côté de chez soi? La réponse est clairement non. D'abord, pour des raisons financières, parce que nous, on est un petit peu schizophrène en France. Hein. On veut bien plein de services publics, mais alors quand il faut payer des impôts, on fait la gueule, quoi. Bon, par ailleurs, on manque de personnel. Il y a des postes vacants partout, d'où 20% de lits fermés en France. Alors, Véran dit c'est 6%. Un jour, on finira par ça. Même pas foutu de savoir en France le nombre de lits fermés faute de personnel. Bon. Et puis après, il y a effectivement des normes de sécurité et de qualité des soins. C'est-à-dire qu'un chirurgien, il a besoin de pratiquer quotidiennement, ou régulièrement au moins, pour, en quelque sorte, assurer des soins de qualité et de sécurité. Donc moi, ce qui me semble, moi j'ai rien contre les groupes hospitaliers de territoire, il me semble que tant qu'on n'a pas résolu la question des services publics de santé de proximité, c'est-à-dire la médecine de ville, il faut, dans chaque territoire, un hôpital minimal, service d'urgence, maternité de niveau 1, voilà, et un plateau technique, je dirais, élémentaire, pour des opérations pas trop graves. Et après, effectivement, mais c'était le projet de Robert Debré en 1958, avec cette gradation des hôpitaux, c'est effectivement un centre hospitalier support, comme ça qu'on l'appelle, où effectivement on redirige les patients vers qui nécessitent des soins spécialisés, techniques, etc. Voilà. Mais fermer un hôpital de proximité alors que fermer les urgences, fermer la maternité, je parle de Dinan, là, etc. Alors même qu'on a une population vieillissante et qu'on n'a pas réglé, alors on verra avec les vidéos, mais on n'a pas réglé la question de l'accès aux soins de premier recours, je pense que c'est une politique qui est dangereuse pour la santé publique. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, qui est dangereuse pour la santé publique. En synthèse sur Dinan, moi je me poserais, de mon point de vue qui n'est pas expert sur la question, je me poserais la question de l'organisation des soins extra-hospitaliers, évidemment, du nombre de lits sur la fusion du GHT, et puis je jetterai un coup d'œil quand même à la carte pour voir si on est bien à moins d'une demi-heure au niveau de l'accès aux soins critiques. Sinon, évidemment, ça pose problème. Et juste un mot pour vous remercier. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous soignants ou juste citoyens, mais de l'intérêt que vous portez à ce sujet-là. Bon, je connais aussi un peu le comité de défense et Michel Leflon. Il y a eu une manifestation il n'y a pas très longtemps sur Paris qui a été faite un samedi pour essayer de regrouper les citoyens parce que c'était une question importante. Le problème, là, c'est... Bon, vous avez tous les hôpitaux qui activent leur plan blanc à l'approche de Noël. Bon, le plan blanc, il sert à quoi? Il sert à pouvoir mobiliser le personnel, à empêcher qu'il y ait trop de vacances qui soient prises, parce que les soignants ne sont pas assez nombreux dans les services. Et avec un silence qui est quand même assez hallucinant des journalistes et puis des partis politiques, et avec En Marche qui revient toujours sur son Ségur et sur la réussite du Ségur, en disant maintenant il va juste falloir attendre qu'il y ait assez de médecins et d'infirmiers. Et puis en attendant, il ne faut pas trop tomber malade. Les autres partis ne parlent pas du tout de la santé, et je pense que c'est un sujet qui est quand même en ce moment particulièrement hallucinant. Et donc bravo de vous en saisir, et j'espère que vous continuerez à vous mobiliser. Et merci à vous, et place au débat. Merci Hugo.